Chers collègues, nous recevons cet après-midi Jean-Michel Blanquer, qui fut ministre de l'Éducation nationale de mai 2017 à mai 2022, mais également auparavant recteur d'académie de Guyane et de Créteil, ainsi que directeur général de l'enseignement scolaire de 2009 à 2012. Cette audition s'inscrit dans le cadre de nos travaux sur la thématique Femmes et sciences, qui vise à identifier les leviers d'action permettant de donner aux filles et aux femmes toute leur place dans les parcours et carrières scientifiques, alors qu'elles ne représentent encore qu'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Nos premières auditions ont souligné l'importance des choix de spécialité et d'orientation au lycée, mais aussi le rôle clé des professeurs, de leur appropriation de la culture scientifique, de leur représentation genrée et des encouragements qu'ils prodiguent ou non à leurs élèves filles, et ce, dès l'école primaire. Or, la réforme du bac et de l'organisation des enseignements au lycée en 2018 a généré des biais de genre dans le choix des spécialités et a eu des conséquences significatives en matière d'égalité, puisque dès la rentrée 2019, on observait une baisse de 60% de l'effectif des filles poursuivant des enseignements de mathématiques, et qu'en 2022, on constatait également une chute de 60% des bachelières scientifiques, selon l'association Femmes et Mathématiques. Aujourd'hui, les lycéennes recommencent progressivement à choisir la spécialité mathématique, qui était leur second choix en 2023, et les combinaisons de spécialités et donc de parcours scientifiques sont plus diversifiées. Cependant, les filles demeurent sous-représentées dans les spécialités scientifiques, à l'exception des sciences de la vie et de la terre. Alors qu'elles représentent 56% des élèves de terminale générale, elles ne représentent que 42% des élèves ayant choisi la spécialité mathématique, 15% pour la spécialité numérique et sciences informatiques et 14% pour la spécialité sciences de l'ingénieur, selon les chiffres de 2023. Certes, il semblerait qu'il s'agisse davantage d'une anticipation de choix qui se faisait auparavant au moment de l'entrée dans l'enseignement supérieur. La proportion de filles inscrites dans les classes préparatoires scientifiques et dans les filières universitaires scientifiques est restée stable, c'est-à-dire tout à fait aussi faible qu'auparavant, entre 20 et 30% selon les spécialités. Pour autant, cet abandon plus précoce des mathématiques et des sciences dès le lycée a des conséquences plus vastes sur la culture scientifique des jeunes, et en particulier de celles et ceux qui deviendront professeurs des écoles et devront enseigner les mathématiques et les sciences aux enfants de l'école primaire. Par ailleurs, je rappellerai que nous avons auditionné des chercheuses qui nous expliquaient que si elles n'avaient pas eu des professeurs en troisième ou en seconde pour leur dire d'aller vers une filière scientifique, elles se seraient à ce moment-là orientées vers une filière littéraire. Et heureusement qu'elles ont été orientées vers une filière scientifique, puisque aujourd'hui, ce sont de grandes chercheuses. Monsieur le ministre, avec les 4 rapporteurs, Marie-Do Aeschlimann, Jocelyne Antoine, Laure Darcos et Marie-Pierre Monnier, qui peut-être va arriver, présente à mes côtés, nous avons donc souhaité vous entendre pour évoquer ensemble les conséquences de la réforme du lycée que vous avez menée il y a 7 ans. Plus globalement, puisque vous avez été pendant une quinzaine d'années au cœur des politiques nationales d'éducation, nous souhaitons échanger avec vous sur les leviers qui sont de nature à amener davantage de filles vers les mathématiques et les sciences dès le plus jeune âge et tout au long de leur scolarité. Nous sommes particulièrement intéressés par les initiatives que vous avez pu mener ou dont vous avez eu connaissance en tant que recteur, DGESCO ou ministre, pour faire évoluer la pédagogie en classe, renforcer la formation des professeurs ou encore améliorer les dispositifs de soutien à l'orientation des élèves. Monsieur le ministre, je vous laisse donc sans plus tarder la parole et je laisserai ensuite le soin à mes collègues rapporteurs de vous poser des questions. Je précise que cette table ronde fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur le site et les réseaux sociaux du Sénat. À vous, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à vous toutes et vous tous de cette invitation. Je suis très heureux d'avoir cette occasion d'un échange approfondi. En disant immédiatement que ça réclame des échanges approfondis et que c'est un sujet comme d'autres, c'est pas le seul, qui a beaucoup souffert des slogans, des fausses nouvelles en français et d'une désinformation proprement hallucinante. Je pense que en matière de désinformation, j'ai vu beaucoup de choses. Ce sujet-là, celui des sciences plus généralement au lycée, et celui qui a fait l'objet depuis 3-4 ans maintenant d'une véritable campagne de désinformation.
C'est pourquoi je commencerai par dire que le plus important est de faire un diagnostic, et puis ensuite je viendrai à ce que vous m'avez demandé, c'est-à-dire des pistes de réflexion pour améliorer les choses, puisque bien sûr ce que je vais dire maintenant ne consiste pas à dire que tout va très bien et qu'il n'y a rien à faire, bien au contraire, mais je pense qu'on est dans une dynamique qui est en réalité positive et qu'il faut l'accentuer très, très fortement. Mais je commencerai par deux affirmations assez simples, mais qui, eu égard à tout ce qui a été dit, vont paraître provocatrices, mais qui sont des faits que chacun peut vérifier. Au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant d'étudiants en prépa scientifique en France, puisqu'on a une double polémique, qui est qu'on aurait fait baisser le nombre de futurs ingénieurs et chercheurs en France du fait de la réforme du baccalauréat, ce que je conteste le plus fortement qui soit. Et donc on a une polémique sur la baisse des sciences, et dans cette polémique, une polémique dans la polémique qui est les femmes dans les sciences. Et comme d'habitude, ce type de polémique crée un nuage qui, du coup, nous fait porter le regard au mauvais endroit, alors qu'il y a énormément à faire au bon endroit, et je vais essayer de vous exposer de façon claire ce qui, à mon avis, est le bon endroit. Mais donc, deux affirmations simples pour commencer. Au moment où je vous parle, de toute l'histoire de France, il n'y a jamais eu autant d'élèves en prépa scientifique en France qu'au moment où je vous parle. Première affirmation. Deuxièmement, au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant de jeunes filles qui font des études scientifiques supérieures en France. Et le chiffre est très simple, il y a plus 40 000 filles aujourd'hui qui font des études scientifiques par rapport à 2018. Entre 2018 et 2023, on est passé de 676 000 à 742 000. Alors, si vous voulez, pour une réforme qui a abaissé les sciences et l'implication des filles en sciences, on fait mieux, on peut faire pire plutôt. Et ce qui est fascinant dans ce sujet-là, et je ne dis pas ça sur tout sujet, celui-là est vraiment, si vous me permettez l'expression, tient le pompon, c'est-à-dire qu'on a eu une véritable campagne sur cette question, dont tout un chacun est en quelque sorte le réceptacle aujourd'hui, puisque pratiquement tous les Français pensent que la réforme du baccalauréat a abîmé les maths et les sciences. Vous noterez que dans notre remarque, c'est pas ce que nous avons dit. Je n'ai pas dit que ce que vous avez dit. Non, mais je voulais le préciser. C'est pas ce que nous avons dit. Nous sommes d'accord avec vous sur les filles dans les sciences après le bac. C'est-à-dire que ça n'a fait que reporter un choix qui aurait été fait après la terminale de toute façon. Alors, on peut dire ça. On a parlé des professeurs des écoles. Tout à fait. J'ai bien entendu ce que vous avez dit et vous avez bien raison. On est sur des sujets de nuances où chaque affirmation a son importance. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais dans la façon dont vous l'avez dit, déjà vous-même êtes, et c'est ainsi, c'est pas du tout un reproche de ma part, mais vous êtes imprégné de cette idée que la réforme du baccalauréat et du lycée aurait abîmé l'orientation des filles. Alors on peut dire d'une part ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que en effet, il y a une forme d'anticipation de choix futurs. Pour le dire simplement, autrefois on faisait S, même si on ne se destinait pas à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on est moins à prendre des enseignements scientifiques, mais ceux qui le prennent beaucoup plus. En gros, 50% des jeunes qui faisaient S auparavant allaient ensuite vers les études scientifiques. Et aujourd'hui, c'est autour de 90% de ceux qui prennent les enseignements scientifiques qui vont dans l'enseignement supérieur. En précisant ça comme vous le faites, Madame la Présidente, on est déjà presque à une forme de conclusion. Le vrai sujet, c'est comment on fait pour... Puisqu'on est maintenant sur ce taux de 90% et qui ne baissera jamais de façon trop grande, on pourrait peut-être descendre à 80% dans le pire des cas. On n'augmentera sans doute pas au-dessus de 90%, mais pourquoi pas. Mais c'est comment on élargit l'assiette. Donc le sujet est bien en amont et c'est ce que je vais dire. Mais néanmoins, pour bien... prescrire une médication, il faut d'abord faire un diagnostic juste. Or, le diagnostic qui est fait aujourd'hui, la plupart du temps, par la plupart des commentateurs, n'est tout simplement pas exact. Et je suis capable de tout débat là-dessus, d'1 heure, 2 heures, 4 heures. Je l'ai fait récemment pendant 3 heures dans un amphithéâtre de l'école des mines. Et effectivement, dès qu'on commence à sortir les chiffres et à regarder la vérité en face, alors... Et je trouve que votre commission... dont je suis certain qu'elle aura déjà une grande utilité, peut avoir vraiment une utilité maximale si vous êtes celles et ceux qui vont tout simplement dire les choses. Je ne demande pas autre chose, mais rétablir factuellement ce qu'il en est. Et vous savez, au moment... Je le dis parce que
une des choses que mon expérience m'a apprise, y compris pendant la crise sanitaire, c'est que même la parole scientifique ne doit pas être crue totalement. C'est pas parce que vous êtes d'une association de spécialistes que ce que vous dites est forcément exact. Je suis désolé de le dire, mais vous avez fait une citation dans ce que vous avez dit. Non, c'est-à-dire que tout le monde est à égalité sur ce sujet, sur ces questions. Et l'exemple typique, c'est la polémique sur les... Je commence forcément par là, parce que c'est ensuite tout ce qui commande la suite du raisonnement. Prenez la polémique sur les maths dans le tronc commun, ou même ce que vous avez dit sur les futurs professeurs des écoles et leur culture scientifique. Je décortique ça pour ensuite aller vers le reste, si vous le permettez, hein, si j'ai suffisamment de temps. Je me souviens d'une pétition diffusée par un hebdomadaire en 2022, que je peux résumer de la façon suivante, c'est « Au secours, les mathématiques vont s'effondrer en France, et nous n'allons pas avoir les scientifiques et les ingénieurs dont nous avons besoin parce que l'on a enlevé les mathématiques du tronc commun. » Autrement dit, ce que je viens de dénoncer comporte une contradiction très forte dans les termes, puisque la question des mathématiques dans le tronc commun n'a strictement aucun rapport avec la question des futurs scientifiques de France. Il y a deux sujets pour une politique sur les mathématiques, et ces deux sujets sont éternels pour tout pays et de tout temps. C'est comment, vous formez une élite large, excellente et mixte pour les mathématiques et les sciences, et deux, comment vous vous assurez d'un niveau de base de tous les Français en mathématiques. La question des mathématiques en tronc commun concerne le deuxième point, mais en aucun cas le premier point, puisque dans le premier point, au contraire, on n'a jamais fait autant de mathématiques que dans le nouveau système. Donc sur le premier point, je voudrais rappeler que les programmes en maths et en sciences, comme dans les autres sujets, ont tous été revus en augmentant l'exigence. C'est la première fois en 3 ou 4 décennies, si vous voulez. Si vous prenez l'histoire des programmes en France, à chaque étape, ils ont été édulcorés. Pour la première fois en 40 ans, l'exigence est repartie à la hausse. Et encore, ce que je dis, n'importe qui peut le vérifier en lisant les programmes. Deuxièmement, si vous choisissez de faire des maths au maximum, vous en faites plus qu'avant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle maths experte maintenant en terminale, c'est 9 heures par semaine. Auparavant, ceux qui en faisaient le plus, c'était 8 heures. Et le nombre d'élèves qui suivent ces maths expertes a augmenté depuis le début de la réforme jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais on est passé de quelque chose comme 40 000 à pas loin de 60 000. Ce que je dois admettre sur ce dernier point-là, sur maths experte, c'est que le nombre de filles est resté à peu près le même. Donc même en pourcentage, c'est en effet une baisse en maths experte. C'est un bémol dans ce que je suis en train de vous dire. Mais reconnaissez-le, un petit bémol. Il n'y a pas moins de filles, c'est juste qu'il y a une augmentation du nombre d'élèves qui se destinent aux classes prépa d'ingénieurs, puisque c'est de ça que l'on parle là. Ce qui d'ailleurs explique ce que j'ai dit en commençant, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'élèves en prépa ingénieur que ça. Donc d'abord, sur ce point-là, réjouissons-nous. Mais nous sommes dans un pays où c'est très difficile de se réjouir. Et donc il y a des combattants de la bonne contre les bonnes nouvelles. Parce que ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous l'avez probablement jamais entendu. Et même dans ma propre majorité, ce n'est pas le sport de défendre ce bilan-là. Et pourtant, c'est factuel. Les faits sont têtus, de sorte que je pourrais réaffirmer ça longtemps encore, même si beaucoup de gens ont envie de dire que ça va de plus en plus mal. Ça va mieux sur ce sujet-là. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça va bien. Ça va mieux et il faut faire plus, et je vais y venir. Mais il faut partir d'un diagnostic juste. La question ensuite des mathématiques dans le tronc commun, ce n'est pas un autre sujet aujourd'hui, mais puisque je l'ai abordé, je le dis quand même. Ça l'est un peu, puisque vous l'avez abordé au travers des professeurs des écoles. D'abord, sur le sujet de la culture générale mathématique de tous les élèves, rappelons qu'elle se joue d'abord et avant tout de l'âge de 3 ans jusqu'à la fin de la 3e. C'est ça le moment commun de tous les jeunes Français. Après, ce dont nous parlons là, c'est du bac général, même pas technologique, du bac général. Donc on oublie déjà la moitié des élèves qui sont en bac technologique et professionnel et qui ne sont pas concernés par l'évolution de l'enseignement des maths. Donc en aucun cas on parle de la culture générale de tous les Français, de tous les petits Français. Ensuite, une fois qu'on est sur ce segment, donc autour de la moitié, 50%, il y en a de toute façon les 2/3 à peu près qui vont prendre maths en enseignement de spécialité. Donc c'est 1/3 de la moitié qui ne fait plus maths dans le tronc commun. C'est pas
ça ne fait pas un chiffre si important que ça. D'autant plus que dans le système précédent, il était possible de ne pas faire de maths non plus. Donc cette polémique, et enfin, et ce n'est pas le moindre des choses, c'est que si on parle de culture générale mathématique des Français, vous m'accorderez que ce qui compte, c'est les 4 opérations, les probabilités, savoir calculer un taux d'intérêt. Ce n'est pas tellement les équations différentielles que vous apprenez en première et terminale. Demandez à l'homme de la rue ou à la femme de la rue s'il peut faire une équation, ou même, à vous et à moi, ce qui est fait en première et en terminale en maths, et pas ce qui va vous permettre de vous débrouiller dans la vie. En revanche, ne pas bien maîtriser les 4 opérations, être mauvais en calcul mental, tous ces sujets sur lesquels on a fait d'énormes efforts, justement, pour un rebond à l'école primaire et en collège, ça, oui, c'est très important. Et ce qui s'est passé, ce qui a déclenché cela, c'est parce qu'à un moment donné, on a vu qu'au lieu de... Et là, je dis des chiffres de mémoire, donc très, très schématiques, mais qu'au lieu de donner, mettons, 1 million d'heures de maths chaque année au lycée, on en a donné 990 000. On est dans ce genre de données. Mais c'est un peu comme si on reprochait d'arroser son jardin, d'arrêter d'arroser son jardin avec un canadair et de commencer à utiliser un système d'irrigation. Il faut tout de même bien s'imaginer qu'on n'a pas fait tout ça, parce que je me serais levé un matin en me disant « Tiens, j'ai une idée géniale, on va enlever les maths du tronc commun, et puis je n'aurais pas pensé une seule seconde à l'avenir des mathématiques et des sciences en France. » Ça ne marche pas comme ça, les réformes, quand même. Et vous avez le rapport Villani-Torossian, que vraiment tout le monde doit lire, parce que c'est la vingtaine de mesures que nous avons accomplies méthodiquement après le rapport. Nous avons fait tout un travail de concertation à l'époque sur la réforme du baccalauréat, pour lequel on n'a pas entendu tant que ça les critiques qu'on a eues ultérieurement. Et ce qui a aussi beaucoup joué pour nourrir cette polémique, c'est le fait que tout ça, la mise en œuvre des débuts du baccalauréat s'est passée en pleine crise sanitaire, de sorte qu'il y a eu en effet un trou d'air la première année, sur laquelle beaucoup de gens se sont précipités, sans regarder la tendance longue qui vient jusqu'à aujourd'hui. Donc on a confondu les causes. Et de ce fait, on s'est mis à faire une sorte de faux procès à la réforme. Et donc, c'est pas seulement parce qu'il faut rétablir des vérités, c'est normal que j'ai à cœur de le faire, bien sûr, mais c'est surtout, en deuxième lieu, que, encore une fois, c'est pas seulement se tromper de diagnostic, c'est aussi porter l'énergie du pays sur de faux problèmes, au lieu d'aller sur les vrais problèmes dont nous allons sûrement en parler maintenant. Et je termine sur la culture scientifique des futurs professeurs des écoles. En effet, c'est un vrai sujet, vous avez raison. On sait que 95% des professeurs de l'école primaire ont d'abord un parcours littéraire, ont un parcours littéraire et peu de maîtrise mathématique et scientifique. Quand on parle de ça, on parle du passé, on ne parle pas de ceux qui viennent de faire le baccalauréat. Donc c'est toujours la même chose, hein. Il y a 30 ou 40 ans de déclin des mathématiques et des sciences, 30 ou 40 ans de déclin de cette culture scientifique des professeurs des écoles. Quand un jour, il y a un type qui arrive, qui se retrousse les manches, qui ouvre le capot, c'est le moment où tout le monde tombe à bras raccourcis pour dire « Ah, c'est très mal, il y a un déclin des maths. » Oui, c'est vrai, je suis le premier à le dire, il y a eu un déclin des maths, et qui porte encore ses effets aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est la première fois, j'ose le dire, que ce sujet est pris à ce point-là, à bras-le-corps, et que donc, il génère un début de rebond, mais qui est un peu comme la petite pousse fragile sur laquelle il y a quand même beaucoup d'attaques sur ce petit bourgeon lui-même très fragile. Et donc, c'est très important aujourd'hui qu'un discours public clair, et encore une fois, tout ce que je dis, c'est pas de l'opinion, il y a des chiffres, tout un chacun peut vérifier ce que je suis en train de dire. Et encore une fois, cette réalité est contrastée, et il faut la regarder dans toutes ses nuances. Mais je voudrais quand même, sur cette partie diagnostic, terminer par quelques chiffres pour être parfaitement clair. Les étudiants en filière scientifique hors santé, donc les filles étudiantes, sont passées de 676 000 en 2018 à 742 000 en 2023. La part des filles est passée donc de 31,5% à 34%. Donc, en gros, 40 000 filles de plus font des études scientifiques. Et j'ai bien dit hors santé. Alors parfois on ne s'intéresse que à STEM, comme on dit, donc ce qui exclut les sciences de la vie, comme vous le savez. Donc quand on s'intéresse que à STEM, c'est plus 34%, c'est 25%. Ce chiffre est resté, lui, n'a à peu près pas évolué. Mais là aussi, je voudrais renvoyer un vrai débat de fond qui d'ailleurs dépasse la France, qui est, c'est important de distinguer STEM et sciences de la vie, mais c'est absurde de dire que sciences de la vie, ça ne relève pas
des sciences. Enfin, la biologie, la botanique, c'est bien entendu les sciences. Et je ne parle même pas de la médecine, qui, quand même, d'une manière ou d'une autre, se rattache aux sciences. Et alors, à ce moment-là, comme vous le savez, les filles sont très nombreuses. Donc, il y a la croissance du nombre de filles qui font des sciences est due à une croissance hors études de santé. Par ailleurs, je voudrais faire un petit zoom avant sur l'informatique. Là aussi, j'ai entendu en pleine révolution, intelligence artificielle, on a saboté les futurs ingénieurs informatiques de France, etc. Alors d'abord, vu ce que je vous ai dit sur les prépas scientifiques, non. Mais en plus, on a fait une chose qui, là aussi, est inédite, c'est la création de la discipline numérique sciences informatiques. Là aussi, c'est passé un peu inaperçu. Mais voilà, maintenant, il y a un CAPES d'informatique, une agrégation d'informatique. Ça n'existait pas avant. Maintenant, vous avez, et c'est très illustratif de la problématique que nous avons aujourd'hui à discuter entre nous, c'est que vous avez un formidable outil pour attirer plus de filles dans le numérique. Puisque le constat qu'on faisait en 2017, c'est que 5% dans les startups, il n'y avait que 5% de femmes. Sujet mondial qu'on retrouve en Angleterre ou ailleurs. Et donc, on sait très bien que ce n'est pas en terminale que ça se joue, mais très en amont. Et que donc, on doit offrir la possibilité aux filles, en quelque sorte, de se lancer, de croire en elles-mêmes sur ce sujet, comme sur les autres d'ailleurs, au travers de ça. Donc, on a créé numérique et sciences informatiques. La première année, il y avait 11% de filles. Au moment où je vous parle, je crois que c'est 19%. Donc, on n'est pas content avec ça, il faut aller à 50%. Mais avant, c'était 0, puisque ça n'existait pas. Donc, donc, encore une fois, la photographie est encore moyenne, mais le film est intéressant. Et il faut maintenant pousser la tendance. Et puis, je voudrais donc faire ce zoom avant là, un autre petit zoom sur la culture scientifique, puisque je récuse totalement l'idée que ce tiers de la moitié qui ne fait plus des maths en tronc commun puisse avoir une culture scientifique moindre que leurs prédécesseurs. Puisque nous avons, là aussi, tout ce qui a été ajouté n'a pas été tellement souligné par les uns et les autres, mais on a mis 2 heures de sciences dans le tronc commun. Donc, autrement dit, je vais être un peu schématique et caricatural, mais au lieu d'être au fond de la classe en train de vous ennuyer devant une équation différentielle au tableau, parce que vous détestez les maths et que vous ne voulez plus en faire, vous avez 2 heures de culture scientifique reliées au sujet du développement durable, et qui ne sont pas quelque chose de superficiel, c'est des programmes qui ont été pensés fortement. Je ne crois pas que le suivi par le ministère de la mise en œuvre de ces 2 heures soit pleinement satisfaisant. Je pense sur le terrain, d'après ce que je vois, c'est plutôt on additionne en gros 1 heure de SVT, 1 heure de physique, là où il faudrait avoir une vision beaucoup plus intégrée de ce qu'est cet enseignement. Et à mon avis, il faut le revisiter. Mais à système égal, si je puis dire, sans réforme particulière, un travail pédagogique sur ce qui se passe pendant ces 2 heures-là répond en partie à votre question sur la culture scientifique des futurs professeurs des écoles. Et bien entendu, il y a tout ce qu'il y a à dire sur ce qu'il y a à faire en INSPE sur le sujet, bien entendu. Et là aussi, par contre, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le diagnostic. Maintenant, sur les leviers, puisque vous m'avez invité à dire un mot là-dessus, et c'est certainement nos débats qui permettront d'aller plus loin. Je raisonnerai évidemment de façon très chronologique, de la plus petite enfance jusqu'à la suite, puisqu'il est tout à fait établi que les causes se trouvent dès la petite enfance, et que c'est un sujet d'ailleurs mondial, encore une fois. La France n'est pas dans une situation particulière, ni en bien ni en mal sur ces questions, plutôt en bien d'ailleurs, me semble-t-il, quand je regarde d'autres pays. Mais enfin, voilà, il y a un phénomène mondial qui vient de loin et qui est, disons, l'inhibition du potentiel des filles en mathématiques et en sciences. Et c'est un sujet, croyez-moi, que je trouve fondamental. C'est précisément pour ça que j'essaye d'être clair là-dessus et peut-être parfois un peu déçu des fausses polémiques là où il y a de vrais combats. Mais premièrement, donc, la question de la représentation des mathématiques et des sciences pour tous les enfants, et notamment les filles en primaire et au collège. Là, je voudrais indiquer plusieurs leviers, mais notamment 2 leviers peut-être auxquels on pense moins qu'à d'autres, puisque vous me demandez de faire appel aussi à mes souvenirs de recteur ou de ministre. Le premier, c'est d'inclure les familles dans ce combat.
Et on avait un outil pédagogique qu'on avait développé lorsque j'étais recteur de Créteil, qu'on a appelé la mallette des parents, et que le ministre de l'époque avait souhaité d'ailleurs diffuser dans toute la France, et qui, dont le principe consistait, alors, notamment vis-à-vis des publics défavorisés, mais c'est transposable pour tous les publics, d'accueillir les parents en petits groupes, 5 à 10 par an, notamment au premier trimestre de l'année de 6e, mais ça peut être aussi à d'autres moments, pour parler tout simplement des enjeux du collège. Mais ce n'est pas la réunion parents-prof de fin septembre que tout le monde connaît, c'est vraiment une autre modalité en petits groupes, et avec une dimension psychologique, vous êtes coéducateur avec nous, on partage des objectifs vis-à-vis des enfants, donc beaucoup de vertus sur le plan de la vie scolaire, mais on pourrait, avec ce type d'expérience, greffer une dimension maths et sciences vers les filles, qui, à mon avis, aurait beaucoup de sens, avec d'ailleurs des effets pas seulement sur maths et sciences. Deuxième levier, un peu dans le même esprit, c'est tout le périscolaire et l'extrascolaire. N'oublions jamais à chaque fois qu'on a des objectifs un peu pédagogiques que le temps de l'enfant à l'école, il est important, il est déjà très plein, très rempli de bonnes intentions, parfois surchargé de bonnes intentions. Et tandis que tout le reste du temps est livré un peu au hasard, si je puis dire. Et c'est ce temps-là qui accentue les inégalités beaucoup plus que le temps scolaire. Et c'est pour ça que j'étais heureux de pouvoir être aussi ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire de pouvoir agir sur ce vecteur-là. Et donc c'est ce qu'on a fait au travers des cités éducatives, mais aussi du dispositif vacances apprenantes. Et là aussi, puisqu'on va être aussi écouté, vous l'avez dit tout à l'heure, si quelqu'un a envie de faire du bien, il n'y a rien de tel que de monter des vacances apprenantes à dominante maths et sciences pendant les vacances, pour des enfants défavorisés en particulier. On sait très bien que toute la dimension ludique des maths et des sciences, c'est pas toujours facile, en dehors de la maternelle, de pleinement la développer dans le cadre du cursus scolaire, alors que les vacances se prêtent magnifiquement à ça. Et que donc il y a matière et puis bien entendu il y a toute la question de la culture informatique qui peut aussi passer, qui passe de façon sauvage, disons, actuellement, et qui pourrait passer de façon canalisée par des initiatives de ce genre. Donc là je crois qu'il y a un champ gigantesque qui doit être utilisé, même si on peut améliorer ce qui se passe dans le temps scolaire. Mais ce temps-là, le temps des familles et le temps extrascolaire me semble très, très important. Bien sûr, ensuite, à l'intérieur même des programmes et aussi des manuels scolaires, on a un très grand sujet de motivation des petites filles et des jeunes filles. Et donc, c'est intéressant de ce point de vue-là d'analyser les manuels scolaires, de faire attention au programme, attention aux instructions qui sont données aux enseignants au travers de différentes modalités, pour qu'il y ait toujours, mais je crois que ça l'est quand même de plus en plus, beaucoup a quand même été fait en la matière, mais en tout cas qu'on réussisse à faire cela. En 2019, on a signé une convention interministérielle que vous avez sans doute dont vous avez peut-être connaissance, qui va aller de 2019 à 2024. Je pense qu'elle a été renouvelée l'an dernier, ce serait à vérifier. Elle était signée de plusieurs ministres, mais notamment du ministre de l'Éducation que j'étais, pour s'attacher aux différents facteurs qui ont trait à la représentation des métiers et à leur découverte. Donc, je vous remettrai les extraits que j'ai apportés avec moi, mais je pense que si on reprend chacun des points, en réalité, ils vont dans le bon sens. On peut peut-être s'interroger sur la mise en œuvre qui a sans doute pas toujours été à 100% de ce qu'on pourrait souhaiter, mais qui pourrait connaître une sorte de dynamique nouvelle, d'autant plus que je pense que c'est un sujet sur lequel on peut créer du consensus. Vous comprenez d'ailleurs que c'est ma principale motivation en disant tout ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'on a besoin de consensus de façon générale sur les questions scolaires, a fortiori sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, il est tout à fait possible, parce que j'ai encore rencontré personne qui m'a dit les sciences, ça sert à rien, ou il faut moins de femmes en sciences, alors que sur d'autres sujets, vous pouvez rencontrer des contradictions de ce type. Tout le monde est d'accord sur l'objectif. Donc ça sert à rien d'aller ensuite
se cliver sur des faux problèmes, là où il y a une sorte de mobilisation à faire sur les vrais problèmes. Et la deuxième grande catégorie, donc, c'est ce que j'appellerais le volontarisme de l'orientation, avec d'abord donc la nature de l'information qui est donnée. Je pense qu'on parle souvent des rôles modèles en sciences, vous y avez vous-même fait référence, que ce soit par les conseils d'un professeur, et donc là les professeurs de mathématiques et de sciences peuvent être évidemment, qui sont dans un rôle d'orientation, a fortiori quand ils sont professeurs principaux d'une classe, peuvent être évidemment à la pointe de ce travail. Mais il y a aussi un pilotage, et d'ailleurs ce point-là a connu un début de mise en œuvre, hein. Nous avons demandé ça à partir de 2020, et c'est sans doute une des explications d'ailleurs de la pente qui, après un trou d'air, est repartie à la hausse très, très fortement quant au choix de l'enseignement de spécialité mathématique par les filles, ce qui est tout simplement de donner des objectifs chiffrés aux proviseurs. Vous savez, si vous faites une fille de plus chaque année dans chaque lycée de France en maths et sciences, donc entre la seconde et la première, en 5 ans, vous avez notre sujet est résolu. Hein. Donc, si on avait envie de se dire il y a une chose à faire, c'est ça. Évidemment, avec tout ce que ça suppose en amont. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un ou quelqu'une à s'inscrire coûte que coûte. Mais si vous dites à un proviseur, écoutez, vraiment cette année, faites très attention, ce serait bien qu'au lieu d'avoir 50 filles qui s'inscrivent 100 filles qui s'inscrivent en enseignement de spécialité mathématique, il y en ait 101 cette année, 102 l'année d'après, 103 l'année suivante. Ce n'est pas un objectif très dur. Et puis tant mieux si vous faites encore mieux que ça. Mais surtout, ne descendez pas et montez. Vous avez, pour le coup, c'est à ça que ça sert d'avoir un service public national de l'enseignement. C'est en France, on peut faire des choses comme ça. Et c'est pas négligeable. Et idem sur l'ensemble du spectre, puisqu'à chaque fois aussi, on insiste toujours sur mathématiques, et là on voit aussi la force des associations disciplinaires, mais regardez par exemple SVT, physique-chimie, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur, tout ça c'est des disciplines sur lesquelles il y a un effort important à faire. En troisième lieu, il y a évidemment tout le travail vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Là aussi, l'enseignement supérieur doit à la fois envoyer les bons signaux et avoir les bonnes pratiques. Envoyer les bons signaux, c'est quand même l'esprit de la réforme, enfin des réformes que nous avons faites, je veux dire par là, lycée, baccalauréat, plus Parcoursup, c'est d'assurer un continuum bac-3, bac+3 beaucoup plus fluide. Ce qui renvoie à la question d'une capacité des premiers cycles de l'enseignement supérieur à s'intéresser à ce qui se passe au lycée. Et donc à venir au lycée, à montrer à ce que notamment des universitaires femmes viennent s'exprimer, etc. Et aussi tenir compte de la diversité des parcours. Aujourd'hui, et vraiment loin de moi l'idée de relativiser les mathématiques. Hein. Les mathématiques sortent encore plus glorifiées, si vous me permettez l'expression, de la réforme. On oublie de le dire, hein, mais quand vous avez... C'est de très très loin l'enseignement de spécialité le plus choisi. C'est de très très loin... Enfin, c'est la seule discipline qui fait l'objet d'une telle variété de possibilités. Vous pouvez faire, en terminale, vous pouvez faire 3 heures, 6 heures, 9 heures. Il n'y a aucune autre discipline où vous avez cette formule-là. Et puis, troisièmement, comme je vous le disais, les programmes ont été revus à la hausse. Aucune autre discipline. Donc, il y a une espèce, d'un point de vue un peu psychologique, ça a été vécu comme une sorte de blessure de ne pas être dans le tronc commun, mais en réalité, c'est resté de loin la matière reine. Et il faut simplement avoir le courage d'affirmer que peut faire des sciences sans être le meilleur en mathématiques. Et si vous voulez, si on veut que plus de filles aillent dans les carrières scientifiques, il faut savoir dire ça aussi. Parce que, par exemple, elles sont plus nombreuses à choisir SVT. Aujourd'hui, elles font SVT physique. Quand elles veulent faire des médecines, elles font SVT, physique, chimie et maths complémentaires. Et après, elles font de très grands médecins. Et les médecins que vous connaissez...
n'utilisent pas des mathématiques toute la journée. Ils utilisent beaucoup plus leur connaissance des sciences de la vie. Alors, dire ça en France, c'est créer beaucoup de soupirs, mais c'est pourtant la vérité telle qu'elle est. C'est-à-dire que, et d'ailleurs les autres pays font ainsi, c'est-à-dire qu'il faut une excellence mathématique, nous l'avons. Encore une fois, si on prend un segment de... Je sais que trop à quel point on peut prendre un segment de mes phrases pour ensuite me faire dire autre chose. Donc comme je vous vois soupirer, je fais très attention. Mais vraiment, essayons d'avoir de l'honnêteté intellectuelle sur toutes ces questions. Tout ce que je dis n'abîme en rien l'excellence mathématique française. Vous aurez toujours... Regardez, il n'y a jamais eu autant de... Encore une fois, dans la filière la plus classique, c'est-à-dire classe prépa, ingénieur, il n'y a jamais eu autant d'étudiants. Donc ça va. Et les très grands mathématiciens de demain seront là, les grands ingénieurs, etc. Mais d'autres grands scientifiques s'épanouiront sans avoir pour autant été les meilleurs en mathématiques, mais par contre en ayant de grands talents en physique, en SVT, en informatique, etc. Vous voyez, essayons de ne pas être dans le monolithe à la française, essayons d'avoir ces canaux d'irrigation, et de facto, ça sera favorable à l'égalité homme-femme, parce que cette diversité de canaux permet l'épanouissement de tous les caractères, de toutes les façons de voir, et ça va décomplexer par rapport à un modèle monolithique où, si vous n'avez pas fait Polytechnique, c'est que vous êtes déjà très mal parti dans la vie, puisque vous avez fait l'école d'ingénieur qui est juste derrière. Voilà, comme je vois aussi que le temps passe, je vais m'arrêter là. Peut-être un mot quand même sur les INSPE et sur le fait que les futurs professeurs des écoles en particulier pourraient avoir une culture scientifique plus importante. Je l'ai un peu dit tout à l'heure au travers du lycée, mais à l'INSPE, puisqu'il y a une réforme de la formation qui est prévue, c'est important peut-être de le dire. Rappelons que d'abord la loi pour l'école de la confiance de 2019 a posé le principe d'avoir au moins 50% du temps consacré aux savoirs fondamentaux, donc français et mathématiques, et que donc le respect de cela par les INSPE, c'est déjà le début de la remontée que nous souhaitons tous en la matière. Deuxièmement, on a créé les classes préparatoires au professorat des écoles, et ces classes préparatoires au professorat des écoles, à mon avis, c'est un modèle à suivre pour la réforme qui va venir, puisque le principe est d'avoir en petits groupes, et avec la moitié du temps français et sciences humaines, l'autre moitié du temps mathématiques et sciences, quelque chose qui, dès le lendemain du baccalauréat, dès les années qui suivent le baccalauréat, permet de préparer les futurs professeurs des écoles. S'ils ont eu 3 ans dans ce régime-là, alors on peut avoir peu de doutes sur le fait que ce sont de bons professeurs des écoles pour les 2 années qui suivront, en stage, dans un système d'alternance, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire. Un point que je n'ai pas dit, c'est à ma connaissance, il y a un rapport de l'inspection générale qui est en préparation sur le sujet. Je ne sais pas si elle est à votre connaissance, mais il me semble que j'en ai pas connaissance non plus, mais je pense qu'il est sur filles et sciences, oui, femmes et sciences. Et il me semble qu'avant la conclusion de vos propres travaux, ce serait intéressant de croiser. Je dis ça à l'aveugle, si je puis dire, puisque je n'ai pas moi-même connaissance de ce rapport, mais je sais qu'il existe. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, nous recevrons cette semaine d'ailleurs les écoles d'ingénieurs. Donc nous allons voir justement comment ça se passe au niveau de la prépa. Je voulais quand même intervenir parce qu'on se rend compte que les filles choisissent souvent moins tôt parce que justement, et c'est ce que je vous disais des chercheuses qui étaient bonnes en tout, et y compris bonnes en lettres, et qui, si on les avait laissées faire, si on ne les avait pas poussées en fait, à faire des maths, très probablement se seraient arrêtées dès qu'on leur aurait permis de s'arrêter. Et puis, comme elles ont poussé bon gré mal gré jusqu'en terminale, alors plutôt bon gré parce qu'elles étaient bonnes en sciences, mais ce n'était pas forcément leur choix premier, après, se sont rendus compte que c'était vraiment quelque chose qui les intéressait. Et donc, il y a quand même ce sujet des filles qui choisissent un peu plus tard, d'autant qu'il y a des prépas qui se sont développées à 3 ans, dont une, je crois, à Henri IV, et qui sont prises d'assaut par les filles parce qu'elles ne veulent pas choisir trop tôt et elles veulent continuer à faire et des sciences et de la littérature. Donc c'est vrai que je ne suis pas sûre que le fait de choisir tôt soit totalement adapté, parce que garçons et filles se déterminent pas tout à fait de la même façon, et en tout cas pas tout à fait au même moment. Même si on dit que souvent les filles sont plus mûres que les garçons à âge égal, pas sur le choix des études, parce que justement, souvent les filles ont ce choix d'être bonnes en tout et de
vouloir pousser plus loin, attendre plus tard pour pouvoir choisir. Donc, c'est un des sujets d'arrêter un peu tôt. Mais bon, Pape Ndiaye, derrière, a remis malgré tout aussi un peu de maths. Et puis, il va y avoir, effectivement, vous le disiez, une réforme. Oui, dans le tronc commun, mais il va y avoir une réforme au niveau des professeurs des écoles, parce que là aussi, on voit qu'au niveau des filles, de ce qu'on a entendu, ça se fait quand même entre le début et la fin du CP, la séparation entre filles et garçons par rapport aux sciences et par rapport aux maths. Or, il se trouve que l'année de Covid, la séparation s'est pas faite entre le début et la fin du CP, alors qu'elles étaient en famille, et donc que c'était l'école qui provoquait cette différenciation. Et la vraie différence, c'était aussi probablement parce que, mais vous l'avez dit, ça n'est pas du fait de votre réforme, c'est que souvent les professeurs des écoles ont fait une filière littéraire avant de devenir professeurs des écoles. Eux-mêmes se sont pensés mauvais en maths parce que c'est quand même la seule matière dont on est très fier de se dire qu'on est mauvais, alors qu'on dit rarement je suis nul en français et on en est fier, mais on dit je suis nul en maths et on en est fier. Donc voilà, il y a tous ces sujets qui sont effectivement... Et par ailleurs, vous disiez que c'est le sujet de tous les pays. Il semblerait que le Portugal ait trouvé quelques solutions. En tout cas, nous allons aller les voir par rapport à ça. Mais je vais maintenant laisser la parole à mes collègues. Qui veut prendre la parole en premier? Jocelyne, Antoine. Bah, vas-y, allez, Jocelyne. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voulais revenir juste en un point sur ce que disait notre Présidente par rapport à la réintroduction, ça doit être à la rentrée 2023, donc dans le tronc commun en première. C'est juste une petite réflexion que je vous soumets. C'est les chiffres de la DEPP, donc on ne peut pas dire que ce soit obligatoirement des fake news, je pense, peu s'y fier. Donc qui effectivement confirme que l'abandon, je dis bien l'abandon des mathématiques, continue de reculer. Hein, ou dans l'autre sens, il y a plus, on en fait plus, quoi. Hein, l'abandon continue à reculer. Et donc, à la rentrée, donc la dernière rentrée des classes en 2024, 31,5% avaient abandonné la spécialité, contre 32,7% en 23, 38,4% en 22 et 41,7% en 2021. Donc, on constate effectivement, comme vous le dites, que voilà, il y a eu un premier temps, mais on voit bien qu'il y a aussi, à 2023, il y a aussi un changement dans les chiffres. Est-ce qu'il y a de cause à effet le fait que ça revienne en tronc commun en première ou pas? Parce que bon, voilà, on peut s'interroger. Les chiffres, c'est le principe des chiffres, on peut les triturer dans tous les sens, hein, si je puis me permettre. Et moi, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais j'étais à l'époque du bac A, B, C, D, enfin, etc. Et quelque part, même en bac A, on faisait des maths en terminale, quoi, de mon temps. Pardon ? Dans certains bacs A, oui, dans d'autres non. Oui, mais enfin, on était une proportion quand même très importante de filles et de garçons d'ailleurs, d'élèves, au moins jusqu'au baccalauréat. Alors on était peut-être moins nombreux à passer le bac aussi, je ne sais pas. Peut-être y a-t-il cette raison-là. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus parce que quelque part on était une génération où on passait moins nombreux, mais on faisait tous des maths jusqu'au bout. Et bien que j'ai une sœur qui n'était pas scientifique du tout, qui a passé un bac A et qui pourtant est infirmière en réanimation et a fait une excellente carrière dans le milieu de la médecine, hein. Mais parce qu'elle le dit elle-même, pour avoir discuté avec elle, c'est que quelque part elle avait une espèce de schéma de pensée qui faisait qu'elle avait quand même fait des maths jusqu'en terminale. Donc voilà, est-ce que il n'y aurait quand même pas un soupçon de minimum de petits troncs communs, au moins jusqu'en terminale, pour faire quand même que chacun d'entre nous, je parle d'entre nous, enfin de nos enfants, qu'ils soient garçons ou filles d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est déjà un combat au niveau de l'ensemble de nos enfants, de nos jeunes, et puis après, effectivement, c'est un combat pour les filles dans ce cadre-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas matière à quand même réfléchir si un soupçon, si je puis me permettre de le dire comme ça, de mathématiques jusqu'au minimum au baccalauréat, et également pour les raisons qu'évoquait Madame la Présidente, du fait que les filles ont choisi peut-être plus tardivement,
D'autant plus qu'on nous fait quand même comprendre tout au long de notre vie qu'on est quand même plutôt fait pour les matières littéraires que pour les matières scientifiques. Donc on a le déclic peut-être pas tout de suite à l'adolescence, là, quand on se cherche, mais quand on commence à mûrir en fait. Et on a une maturité qui, même si on est sur certains aspects plus mûrs, ce côté de maturité-là, on ne l'a pas, parce qu'il y a une vraie différence entre les filles et les garçons à ce niveau-là. Donc voilà, merci beaucoup. Marie-Pierre Monnier. Alors d'abord, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je voudrais lever une ambiguïté parce que tout à l'heure, vous avez eu des propos en disant finalement, si les filles ne font pas des mathématiques, elles peuvent prendre des sciences et autres. Alors ça m'a beaucoup heurté et c'est là où j'ai soufflé parce que vous voyez, la semaine dernière, on avait une chercheuse qui expliquait que justement, c'est un peu ce que les collègues ont dit, ce que tu viens de dire, c'est qu'on leur inculquait dès le plus jeune âge, enfin elles ont une réaction en fait qui font qu'elles vont naturellement ne pas se tourner vers les maths, mais je vous rassure, on a un cerveau comme les hommes et donc on a la capacité aussi de faire des mathématiques et que c'est pas un lot de consolation d'aller faire des sciences à la place des maths. Et pour revenir à ça, vous avez insisté sur l'essentiel du premier degré qui est de travailler sur les opérations, j'ai envie de dire pas seulement les faire ni du calcul mental, mais le sens des opérations en fait, parce que l'intérêt c'est pas tellement de faire une opération, c'est plutôt de savoir laquelle choisir dans un problème, c'est ça qui est difficile, c'est avoir le sens des opérations. Et c'est en ça, il me semble que c'est important de pouvoir former les futurs enseignants du premier degré, déjà jusqu'en terminale, de leur parler mathématiques et qu'ils l'étudient de façon rigoureuse et concrète, au moins jusqu'au bac, même si on va revoir la formation. Moi, j'ai un article là du Monde qui dit que depuis 2 ans, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, alarmée par l'enlisement observé dans les établissements qui ne parviennent pas à dépasser le tiers d'élèves féminines, peut-être féministes aussi, s'emploient à financer plus d'opérations de sensibilisation dans le secondaire. Et pour revenir, parce que vous avez répondu beaucoup sur le fait de la réforme que vous aviez mise en place, qui avait enlevé des heures de mathématiques obligatoires, parce que le sujet, c'est pas le tronc commun, c'est que les élèves, d'une façon obligatoire, fassent des maths encore en première et encore en terminale, et que ça ait lieu à un moment donné ou un autre, c'est pas le sujet. Il faut vraiment que ça soit, c'est une matière, je la défends certes, mais que ça soit essentiel. C'est vrai que ça a été remis depuis de façon obligatoire en première, mais ça ne l'est pas. Il y avait aussi des remarques intéressantes et ça revient un petit peu sur ce que vous dites, parce que vous dites, moi je ne dis pas les choses comme ça. Or, nous avons commencé des auditions depuis 5 ou 6 maintenant, depuis quelques semaines, et ça nous revient beaucoup, ça, que les filles, elles sont encore moins présentes qu'avant, que c'est plus dur pour elles. Donc, il y a quand même, vous dites que vous, les chiffres montrent qu'il n'y a pas eu baisse de, mais il n'empêche que concrètement, le retour qu'on a de terrain depuis qu'on a commencé cette mission est à l'inverse. Et là, je vais citer une chercheuse, Mélanie Guéné, qui à Paris-Saclay, qui a parlé de la réforme du bac sur l'apprentissage scientifique des élèves, quel impact. Depuis la réforme, l'effondrement des effectifs, c'est moins 30% pour les garçons, moins 60% pour les filles. Mais après la réforme en 22, un garçon avait 2,3 plus de chances qu'une fille d'avoir un bac ciblé sur les sciences. Nous, c'est ce qui nous intéresse ici à cette délégation. Vous voyez, c'est ce qui se passe entre les filles et les sciences quand elles décident de faire l'inégalité la plus forte observée au cours de toute la Ve République. Oui, c'est là que je disais, on le sait bien, toutes les filles qui étaient bonnes, y compris en littéraire, allaient en S. Et c'est pas pour ça qu'elles faisaient des sciences derrière. Donc, pour le coup, ça, on peut pas effectivement accuser le système de faire ça. Alors, nous avons mené un rapport sur les bilans des mesures éducatives du quinquennat avec ma collègue Annick Brisson et Alec Billon et Max Brisson. L'inspecteur général chargé du suivi des vœux de Parcoursup avait établi que cette réforme n'avait fait que révéler une réalité qui existait auparavant au niveau des classes préparatoires. Considérez-vous également que cette réforme n'a donc pas eu un impact significatif sur la poursuite des études supérieures dans les disciplines scientifiques? Et comment expliquer alors la baisse du taux d'inscription des filles dans les classes préparatoires scientifiques, moins 1,6% en 2023. Oui. Et puis, il y avait un rapport de l'inspection, je croyais que vous parliez de celui-là, mais non, il est beaucoup plus ancien, de l'inspection générale remis en juillet 2021, faire de l'égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du XXIe siècle, avec de nombreuses préconisations autour de plusieurs axes de travail, formation initiale des enseignants, etc. Il y avait pédagogie plus inclusive dans les classes, orientation plus volontariste. Avez-vous eu l'opportunité de vous en saisir et d'impulser la traduction de certaines de ces recommandations au sein du ministère avant votre départ?
Peut-être je vous laisse répondre, et puis après, il y aura Marie-Do Ashliman et puis Laure Darcos. Oui, merci beaucoup. Je serais vraiment très heureux si une séance comme celle d'aujourd'hui pouvait contribuer à créer du consensus, et notamment le consensus sur les chiffres. Si vous voulez, si je dis... Enfin, soit je dis des chiffres faux, et ce sera très facile de le vérifier, soit, si vous voulez, quand on passe de 676 000 à 742 000, même si je ne suis pas le meilleur mathématicien de France, le deuxième chiffre est supérieur au premier. Voilà. Et après, que dans l'école X, s'il y a une baisse, c'est possible. Si vous voulez, le problème du débat aussi, c'est qu'à chaque fois, chacun va aller chercher le point qui va illustrer sa thèse. Mais après, il y a quand même une objectivation qui est possible à l'échelle du pays. Et l'objectivation, de même que je reconnais le trou d'air de 2021, Dieu sait qu'il a fait du tort dans le débat public, justement, puisque ça aboutit à ça. Mais depuis, encore une fois, ne nous mettons pas dans la position de vouloir à tout prix que les nouvelles soient mauvaises, même quand elles sont bonnes. Si vous voulez. Donc, et encore une fois, surtout ne caricaturons pas mon propos, je ne dis pas que tout va bien. Ça ira bien quand le chiffre sera 50%. On n'y est pas, c'est 34%. Donc il y a 16% de conquête à faire. Et concentrons-nous sur cela. Alors, sur le fait de choisir tôt, c'est un problème que vous avez évoqué, Madame la Présidente. C'est évidemment un magnifique sujet qui, à mon avis, qui est mieux traité depuis qu'il y a la réforme du baccalauréat, puisque précisément, la réforme répond à ce que vous êtes en train de dire. C'est avant qu'il y avait des couloirs. C'est avant que, en première, si vous choisissiez première L, c'était fichu pour vous de faire ensuite des études scientifiques. Et donc, il fallait choisir S quand vous vouliez préserver vos chances. C'est sans doute une des explications du fait qu'on avait justement beaucoup de filles en S qui ensuite partaient dans autre chose que des études scientifiques. Aujourd'hui, prenons l'archétype de la bonne élève qui est bonne en tout, que vous avez évoqué à plusieurs reprises. C'est effectivement un archétype très, très présent. Si son but dans l'enseignement supérieur va être de continuer à préserver ses chances pour faire les vrais choix à l'âge de L3 ou de Master 1, ce qui est très bonne chose parce que, par exemple, on peut avoir dans plein de domaines besoin de cette bivalence, eh bien, la réforme du baccalauréat le lui permet et ne le lui permettait pas autrefois. Vous avez des cas, enfin, d'ailleurs, il y a des statistiques pour illustrer tout ça. Vous avez, en gros, la moitié des élèves recomposent les formules anciennes. Donc, par exemple, vont faire maths, physique en enseignement de spécialité, c'est bien leur droit. Mais vous en avez 50% qui font des doublettes et des triplettes originales. Et évidemment, ils sont plus intéressants à regarder parce qu'après, on peut étudier ce qu'ils deviennent. Et tout ceci oblige l'enseignement supérieur à bouger. N'oublions pas que dans l'esprit de la réforme, il y a l'idée de faire bouger l'enseignement supérieur et pas de le faire bouger comme un paquebot qui bougerait comme un hors-bord. Ça n'existe pas. C'est un mouvement long d'ajustement. Vous savez, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a des moments, ça pourrait décourager de faire toute réforme, si vous voulez, parce que en réalité, celle-là est très profonde, très structurelle. Je l'assume complètement. Elle est très transformatrice du pays, dans la bonne direction, tout simplement pour élever le niveau en général et en mathématiques et en sciences en particulier. Il y a forcément des effets de bord, des effets de calage, des effets d'ajustement. Rien n'est jamais parfait, etc. Mais si vous voulez, je comprends qu'auparavant, et d'ailleurs c'est arrivé 8 ans avant que je sois ministre, vous avez un président de la République qui a dit on arrête la réforme du lycée parce qu'il anticipait le genre de difficultés que l'on a dès qu'on commence à ouvrir le capot. Et ce que je voudrais qu'on voit, c'est justement au contraire les virtualités, le potentiel. Et les exemples sont multiples. Ce que je vous disais tout à l'heure sur numérique et sciences informatiques. Demain, vous avez un ou une ministre de l'Éducation ou d'autres autorités très volontaristes sur ce sujet. Il y a l'outil pour pousser. Idem sur le sujet que vous évoquez, pour mieux ajuster les formations d'enseignement supérieur et ce qui se passe en première et terminale en tenant compte des doublettes et des triplettes qui sont prises. Mais tout ceci oblige les acteurs à se mettre en action, à ne pas être dans la routine, à faire évoluer la façon dont les classes préparatoires se passent, à faire évoluer la façon dont se passent les premiers cycles universitaires pour tenir compte de la diversité des étudiants. Et les étudiants n'avaient pas attendu la réforme du bac pour être très divers et donc avoir besoin de cette capacité de personnalisation de l'enseignement supérieur. Donc c'est
ajustement permanent, cette mise en mouvement des acteurs qui est recherchée et qui d'ailleurs se produit imparfaitement, et de sorte qu'on peut toujours aller pointer des choses qui ne vont pas. Vous avez eu raison tout à fait de dire que tous les pays ne sont pas exactement dans la même situation, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, et le Portugal est effectivement un pays intéressant, de même que d'autres pays nous regardent sur ce qu'on a fait pour la réforme du bac, et qu'il y a des choses, il y a évidemment des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Vous avez évoqué aussi les mathématiques dans le tronc commun, comme la sénatrice Antoine, et là, je voudrais vraiment redire fortement que on peut remettre les mathématiques dans le tronc commun en première. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Pourquoi pas? C'est juste qu'on met 1 heure, 2 heures de plus aux lycéens qui ont déjà le record d'Europe du nombre d'heures. Donc on peut toujours. On peut aussi s'en tenir compte du fait qu'on n'a pas toujours tous les professeurs de mathématiques en France pour assurer la quantité et la qualité de ces enseignements. C'est ma métaphore de l'irrigation de tout à l'heure. Je préfère faire 950 000 heures de maths bien faites au bon endroit de la bonne façon que 1 million répartis et mieux les payer. On sera d'accord là-dessus. Mais si vous voulez, le côté... comment dire, la pensée magique sur les mathématiques dans le tronc commun ne correspond pas à l'objectif dont nous parlons là, puisque, je le dis très fortement, le fait de mettre les mathématiques dans le tronc commun ne changera pas un iota à l'avenir des sciences en France. Ça changera éventuellement un peu, très à la marge, la culture mathématique de nos élèves, mais ces deux sujets sont étanches. En revanche, mesdames les sénatrices, puisque vous êtes deux à l'avoir abordé, c'est le fait d'avoir pas eu les mathématiques dans le tronc commun. Ça a beaucoup incité des élèves, alors on peut critiquer ça, mais c'est un fait, beaucoup d'élèves ont pris l'enseignement de spécialité de maths lui-même plus exigeant que ce qui existait avant en première S. Donc vous avez plus d'élèves suivant un enseignement exigeant. Et vous avez donc moins d'élèves littéraires faisant des maths, d'accord, mais vous avez plus d'élèves qui font des maths plus exigeantes. Et ben, je ne suis pas sûr que l'avenir des sciences en France perde dans cette équation. Et donc, vous dites qu'il faudrait éventuellement un soupçon de mathématiques, je reprends votre expression en terminale. Je ne veux pas être dans la position de celui qui attaque les mathématiques, je ne sais pas du tout mon état d'esprit. Encore une fois, regardez le rapport Villani-Torossian, c'est très difficile pour moi d'être dans cette position, parce qu'en réalité, je souhaite, comme vous tous, la force des mathématiques en France. Donc c'est juste que j'essaye d'être rationnel, pour le coup, sur la façon de faire cela. Pourquoi pas un soupçon de mathématiques en terminale, mais vous ne vous inquiétez pas du fait qu'il n'y ait pas un soupçon de français en terminale, par exemple. Tout le monde a admis depuis longtemps qu'on passait le bac français en première et qu'après, le français disparaissait en tant que discipline. C'est pas aberrant que pendant une année, on puisse ne pas faire les mathématiques. Non, mais c'est pas. Alors après, on pourrait dire mettons un soupçon de français en terminale. Ben, prenons des semaines de 50 heures pour les lycéens. Enfin, c'est aussi une question de choix, tout simplement. On pourrait aussi supprimer les 2 heures de. Vous voyez, si on n'avait pas mis les 2 heures de sciences et mis 2 heures de maths à la place, on n'aurait pas cette polémique. Je pense qu'on serait moins utile pour le pays, mais ce serait passé plus facile psychologiquement. Et peut-être, après tout, peut-être que c'est ce qu'il faut faire à la fin pour apaiser tout le monde, puisque apparemment il y a quelque chose de viscéral dans cette histoire, et voilà, qui à mon avis n'est pas complètement rationnel. Et puis alors j'ai répondu un peu par anticipation. Alors vous avez cité, Madame la sénatrice Antoine, le rapport de l'ADEPE, et vous avez dit l'abandon continue à reculer, comme si ça validait le fait qu'il y avait beaucoup d'abandon au début. Mais le chiffre, pour le dire donc autrement, effectivement, mais vous l'avez dit, il y a donc une croissance de ceux qui prennent. Le fait qu'on soit 31% qui à ne pas le prendre, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez 69% des élèves qui prennent l'enseignement de spécialité maths, si on raisonne en creux, c'est en réalité considérable quand on voit le nombre d'heures que cela représente. Et donc, je vous le redis, dans le système précédent, c'est-à-dire L, aussi bien quand les littéraires faisaient L que même quand les littéraires faisaient A, il y avait A, alors j'ai oublié le chiffre, pardonnez-moi, ça doit être A4 ou A5, mais il y avait une A où vous ne faisiez pas de mathématiques. Et si on raisonne en valeur absolue et pas en pourcentage, c'est-à-dire en nombre d'élèves
Alors là, évidemment, il y en a beaucoup plus qui font des maths aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement général qu'autrefois. On ne parle pas donc du même corpus d'élèves non plus, et c'est aussi un élément qui va un peu dans le sens de mon argument général. Mais donc, j'aurais tendance... Enfin, pour me répéter, parce que si j'avais qu'une seule chose à dire, ce serait celle-là, c'est... Pourquoi pas, je veux dire, c'est possible, mais le vrai sujet n'est vraiment pas là. Si je ne devais défendre qu'une seule idée aujourd'hui, c'est arrêtons les polémiques un peu inutiles et concentrons-nous sur ce qu'on fait dans l'amont de la classe de première, donc depuis la classe maternelle, mais notamment le collège et la classe de seconde, pour encourager les filles à prendre les enseignements de spécialité scientifique. Et comment on met tout le monde en mouvement là-dessus, l'enseignement supérieur, les professeurs, les parents, les familles, la société entière sur cet objectif. C'est un peu comme dans une bataille, il faut savoir à la foch, si vous me permettez l'expression, mais enfoncer le coin au bon endroit, quoi. Et le bon endroit, je me permets de désigner, on peut le discuter, mais pour moi c'est ça. Et voilà, je crois que j'ai répondu. Est-ce que Mme la sénatrice Monnier, ça répond à ce que vous avez dit, tout ce que je dis? Oui. Marie-Do Schliemann, puis Laure Darcos. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Ministre, vous l'avez compris, nous cherchons à poser le constat. Alors, nous avons échangé pas mal de chiffres, dans un sens comme dans un autre, et c'est assez normal, puisque nous parlons de femmes et sciences. Et vous nous avez fait part de plusieurs propositions, et merci pour ce partage. Alors moi, je voudrais vous interroger sur une partie de votre parcours professionnel, de vos centres d'intérêt dont vous n'avez pas parlé, qui sont liés à votre marotte pour le jeu d'échecs. Votre intérêt particulier pour le jeu d'échecs, c'est un sujet, c'est un intérêt que nous partageons. Vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en parler par le passé à plusieurs reprises. Vous avez développé, promu le jeu d'échecs à l'école, notamment lorsque vous étiez DGESCO. Et le programme Classe Échecs a d'ailleurs été repris et porté par la Fédération française des échecs, avec un certain succès, je crois. Dans ma commune, dans les Hauts-de-Seine, à Asnières, nous avons aussi développé le jeu d'échecs, alors pas sur le temps scolaire, mais sur le temps périscolaire, parce que nous n'avions pas de convention avec l'Éducation nationale, mais cela nous a permis de montrer les progrès des enfants, puisque cela concerne les enfants d'âge maternel, élémentaire, troisième section de maternelle et l'élémentaire dans les disciplines mathématiques et scientifiques. Et je me suis un peu renseignée. Plusieurs pays ont intégré le jeu d'échecs dans leur enseignement scolaire. C'est le cas de l'Arménie, bien sûr, du Mexique, de la Chine, de l'Inde et de l'Allemagne. Les premiers résultats sont assez positifs, puisqu'en Allemagne, le niveau moyen des élèves en mathématiques a augmenté de 30% après avoir intégré 1 heure d'échecs par semaine au programme scolaire. C'est ce que vous aviez mis en place lorsque vous étiez recteur de l'Académie de Créteil. Je pense que ça peut être une des solutions, et nous sommes là ici, après des constats, à chercher des solutions pour promouvoir l'accès des jeunes filles aux carrières scientifiques, techniques et technologiques. Est-ce que vous pensez que la généralisation de cet enseignement du jeu d'échecs à l'école est susceptible de faciliter l'intérêt des jeunes filles et des enfants en général pour les matières et les disciplines scientifiques et mathématiques? Si oui, selon vous, à quel âge il faudrait positionner ce dispositif? Un autre sujet, on l'a évoqué, Madame la Présidente en a parlé, le décrochage des filles par rapport aux mathématiques se fait au CP. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à développer un accès aux mathématiques sur un mode plus ludique? Et encore une fois, on est en plein dans le sujet avec le jeu d'échecs, qui est à la fois un sport, mais une discipline où on prend aussi du plaisir, puisque c'est aussi un élément de détente, et qu'à côté de cela, le jeu d'échecs permet de développer des aptitudes intéressantes pour l'apprentissage des mathématiques, comme la concentration, la capacité d'abstraction, la rigueur du raisonnement scientifique.
Et donc, est-ce que, selon vous, un enseignement mathématique avec une petite dose ludique qui pourrait être développé en maternelle et peut-être dans les premières classes de primaire ne serait pas susceptible de donner plus d'aisance, d'intérêt, d'appétence pour les petits garçons, mais aussi pour les petites filles, puisque c'est là le sujet de notre étude, plus tôt, et dans le même temps, peut-être aussi mettre plus à l'aise ces enseignants, qui sont souvent des enseignantes, qui ont plus de difficultés avec les mathématiques et qui pourraient, à travers le jeu d'échecs aussi, se familiariser avec cette discipline qui est très exigeante, mais qui a aussi de nombreuses qualités, de nombreux atouts pour l'accès du plus grand nombre de jeunes à cette maîtrise des savoirs scientifiques et mathématiques en particulier. Bon, Monsieur le ministre, c'est pas parce que tout le monde s'en va que c'est pas intéressant, hein, ou que vous avez. Mais on a tous en effet soit des séances, soit d'autres réunions derrière. Bon, ça me touche beaucoup parce que, en effet, je suis pas très loin d'un autre ministre. Je sais à quel point les réformes sont difficiles à faire, surtout à l'éducation nationale, et comme ça peut être ingrat que on ne se souvienne en général que les choses un petit peu urticants, alors que vous avez, je crois que tout le monde peut le souligner, ça a fait du bien pendant 5 ans d'avoir le même ministre, alors qu'on a eu après 5 ministres en 1 an. Voilà. Et je pense que du coup, pour l'éducation nationale et pour le personnel en particulier, ça a dû être compliqué, en espérant en effet que ce qui avait bien été fait ne soit pas défait, et n'ait pas été totalement défait par ailleurs. On vous a senti à juste titre sur la défensive, mais c'est vrai que nous, quand on a décidé de faire ce rapport, d'abord avec Dominique, ça fait 3 ans qu'on en parle, et donc c'était pas par rapport à votre réforme, mais parce que dans ce monde de l'ingénieur, moi sur le plateau de Saclay, on sentait de toute façon un déclin du monde scientifique en général, je dis par rapport aux autres pays. On a peut-être là l'opportunité de récupérer quelques chercheurs américains. Il faudrait encore bien les payer, mais ce que je veux dire, c'est et faire revenir nos chercheurs qui étaient partis à l'étranger. Et donc notre périmètre, bien sûr, est sur l'éducation à l'école, mais elle va bien au-delà, puisque on veut aussi s'intéresser à comment faire en sorte que des ingénieurs et des scientifiques femmes puissent réaliser de belles carrières tout en ayant une vie personnelle à côté et puissent atteindre, je veux dire, les sommets des établissements publics, alors qu'on sait très bien que la pyramide, plus elle monte, plus elle se rétrécit pour elle. Donc, vous voyez, c'est un spectre très large. Et donc, forcément, c'est vrai qu'on nous a plutôt dit que ça avait été un frein, mais ça n'est pas là-dessus que je veux m'arrêter. Moi, sur le plateau de Saclay, même à l'ENS, la présidente me l'a dit, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant sur le fait qu'il faut avoir des modèles. Et je pense que du coup, comme de la même façon, toutes ces grandes écoles essayent d'aller au lycée et au collège pour devenir des modèles et inciter les jeunes filles à aller vers les maths, je pense qu'il va falloir aussi trouver des modèles pour trouver des professeurs de mathématiques. Et c'est peut-être ça qui me gêne le plus, parce que et là, du coup, ça n'a rien à voir ni avec votre politique, ni avec quoi que ce soit. On sait que malheureusement, il y a un désintérêt vers le professorat. Et je pense malheureusement sur ces filières-là. Et aujourd'hui, on sait qu'on prend quasiment tous les candidats qui se présentent au concours et qu'ils ne suffisent pas. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Parce que je sais que c'était déjà à la fin de votre ministère que on avait commencé à ébaucher comment faire en sorte que des gens qui en deuxième carrière veuillent devenir professeurs, si on n'aurait pas la possibilité de trouver là aussi peut-être des pistes pour essayer d'amener, alors pourquoi pas des ingénieurs ou des scientifiques à redevenir professeurs de maths, hein, en fait, hein. Voilà, toi tu pourras. Bon, là, alors moi pas du tout, hein, parce que moi je suis partie des clichés, mais je l'assume entièrement. En troisième, j'ai doublé ma troisième. J'ai commencé avec 0,5, j'ai fini à 3,5. Et mon professeur de maths a été assez sympa pour me dire de gros progrès ont été faits, mais des grosses lacunes restent à combler. Donc j'ai redoubler ma troisième à cause de ça. Donc moi je l'assume entièrement. Et donc du coup, voilà, je suis la première aujourd'hui à être sur le plateau de Saclay et à voir que des scientifiques éméritent. Donc première question, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait, si vous aviez quelques pistes, parce que c'est vrai,
On sait que l'éducation nationale est assez fermée et que je pense que ça serait intéressant de voir comment faire pour qu'il y ait un nouveau vivier. Et deuxièmement, pour reprendre un peu ce que disent mes collègues, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a vu en effet une sociologue sur le déterminisme dès le plus jeune âge. Et c'est là-dessus peut-être qu'au niveau scolaire, on va aussi beaucoup insister, notamment sur un exercice classique ou devant un jeu de géométrie, enfin un exercice de géométrie. On dit aux élèves, garçons et filles, donc en primaire, on va dire CE1, CE2 ou TCP, on va faire un exercice de géométrie. Les filles sont complètement en désarroi et se plantent, et ce sont les garçons qui réussissent. On leur dit, on va faire un jeu. En fait, à ce moment-là, les filles, ou du dessin, et les filles vont mieux réussir. Donc on sent que, et ça vient, et c'est pour ça que votre idée d'avoir voulu impliquer les parents, je pense qu'on va le mettre aussi en warning dans notre rapport, c'est que je pense qu'en effet, c'est vraiment aussi à la maison que ce déterminisme se fait. D'ailleurs, on l'a vu, la plupart qui réussissent aussi à faire des études scientifiques, c'est alors soit en réaction ne veulent pas du tout, soit ont eu des modèles à la maison de mères ou de grand-mères qui ont fait des sciences. Et donc ce déterminisme je dis ça peut être aussi en réaction à ne pas vouloir le faire, mais on a vu quand même beaucoup d'exemples qui étaient quand même dans ce registre-là. Et donc voilà, c'est ce déterminisme-là qu'on voudra aussi, sur lequel on voudra appuyer, parce que comme vous le dites, c'est dès le primaire et dès le collège qu'il faut pouvoir enclencher les choses. Voilà. Merci beaucoup, mesdames les sénatrices. Je vais m'efforcer de répondre brièvement, même si dans les deux cas, il y a évidemment beaucoup à dire. Alors, bien sûr, comme vous le savez, je suis très favorable à cette extension du jeu d'échecs. Pour tout dire, ça a commencé en Guyane, même, pour être complet. Et je rendrai hommage à un professeur des écoles, un instituteur qui s'appelle Daniel Bord, qui a été sans doute celui qui a appliqué de la manière la plus approfondie les préconisations qu'on pouvait faire en matière de jeu d'échecs, puisqu'il était un instituteur isolé d'un petit village amérindien sur l'Oyapock, qui l'a totalement rendu amateur d'échecs, l'ensemble du village, puisque là, pour le coup, on a une osmose famille-école complète. Et certains de ces jeunes amérindiens et amérindiennes sont venus faire des championnats sur le continent européen, etc. Et c'est une véritable aventure au travers du jeu d'échecs, par laquelle il a su en plus concilier les enjeux d'enracinement culturel et d'ouverture au reste du monde de manière assez exceptionnelle. Et il a donc utilisé le jeu d'échecs au-delà du jeu d'échecs comme élément central de toute sa pédagogie. C'est dire, à partir de ce cas un peu extrême, que le jeu d'échecs a des vertus gigantesques. Et c'est vrai que ce soit à Créteil ou à la DGESCO ou comme ministre, j'ai essayé de faire vivre des étapes d'élargissement, et je pense que de nouvelles étapes peuvent avoir lieu dans le futur. Alors, parler de généralisation, c'est toujours un petit peu gênant parce que c'est difficile d'imposer, mais en tout cas, que l'incitation générale se réalise, je pense que c'est tout à fait possible, y compris dans le temps extrascolaire, où là, on peut faire aussi de très grandes avancées. C'est des sujets sur lesquels d'excellents esprits comme Michel Noir ou Garry Kasparov se sont penchés fortement, et tout ce que vous avez dit, ils l'ont bien démontré. C'est aussi un sujet qui fait le pont avec des sujets non seulement de géométrie et de mathématiques évidents, mais aussi avec des sujets d'informatique et autres. Donc beaucoup peut se faire. C'est quand même l'occasion de souligner qu'il y a aussi les jeux en général qui peuvent contribuer à ça. J'ai essayé aussi de pousser les jeux. Le jeu, c'est fondamental pour l'enfant et même pour l'adulte. La main à la pâte, la manipulation concrète d'objets fait partie, alors par exemple de la pédagogie Montessori, mais aussi de ce qui est préconisé dans le modèle dit de Singapour et de ce que nous avons mis dans nos documents de travail du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Ces sujets-là, d'ailleurs, ont vocation à être traités par le Conseil scientifique de l'éducation nationale pour qu'il y ait une démonstration de leur pertinence et ensuite avoir une influence sur l'ensemble du système. Et donc, l'extension du jeu d'échecs peut être aussi accompagnée de l'extension d'autres jeux. Je pense à ce qu'on a fait avec les fédérations françaises de bridge, je pense au jeu de l'esprit en général, le jeu de Go, le jeu de dames, etc., qui ont de grandes vertus. Donc le jeu d'échecs peut être un peu la locomotive d'une logique d'apprentissage par les jeux extrêmement vertueuse.
Et donc, je vous suis complètement. Et sur ce que vous avez dit, Madame la sénatrice Darcos, c'est évidemment un des grands sujets, celui du recrutement des professeurs de mathématiques. Là aussi, problème mondial. Et je reviens sur ce que j'ai dit sur mieux vaut 990 000 heures bien faites qu'un million d'heures mal faites, enfin moins bien faites. Donc on a comme toutes les ressources, la ressource est rare, il faut l'utiliser bien. Et par ailleurs, il faut évidemment travailler à la source de la ressource. Et donc là, on a le sujet professeur des écoles d'une part, second degré d'autre part. Sur le sujet professeur des écoles, qui se pose en des termes différents d'ailleurs selon les régions de France, mais là où c'est le plus en tension, il faut encourager très fortement les secondes carrières, comme vous l'avez dit, ce que l'on a fait d'ailleurs, et j'en rencontre beaucoup sur le terrain, ils sont nombreux, y compris des ingénieurs qui ensuite font des choses de ce genre. N'oublions pas des initiatives aussi comme le Choix de l'école, qui est une association qui propose aux jeunes qui sortent d'université ou de grande école de devenir professeurs contractuels pendant quelques années. Certains d'entre eux vont ensuite passer les concours, mais en tout état de cause, c'est des jeunes très bons en mathématiques qui sont ainsi sur le terrain et qui représentent une ressource. C'est une très bonne initiative dont on pourrait imaginer qu'elle soit institutionnalisée, c'est-à-dire que ce soit l'État lui-même qui assume qu'il y ait cette manière-là d'entrer dans les maths pour des jeunes qui ne se destinent pas forcément à la fonction de professeur pour la vie, mais qui veulent donner d'eux-mêmes, un peu comme dans une sorte de service civique pendant quelques années et en ayant un très bon niveau de mathématiques. Vous avez aussi, toujours pour le premier degré, ce qu'on a fait avec les parcours professionnels pour les professeurs des écoles, les PPPE. Si vous avez le temps, ça mérite une visite de votre part là où elles existent, y compris là où elles ont été créées, là où elles se développent en ce moment, pas loin d'ici. Sur la montagne Sainte-Geneviève, mais par exemple au lycée Léon Blum à Créteil, pour prendre un autre exemple. C'est très intéressant parce que ça a un impact dans la mesure où la réforme de la formation des professeurs n'est pas encore complètement façonnée. Je pense qu'il faut vraiment être inspiré par ce qui se passe là à titre d'avant-garde pour la future réforme, que par ailleurs j'approuve et j'aurais rêvé d'avoir les moyens budgétaires pour l'accomplir. Et donc, sur les secondes carrières, donc beaucoup peut être fait aussi. Et puis enfin, pour terminer, sur le déterminisme et la lutte contre le déterminisme, donc en effet, là aussi, ça se joue beaucoup dans les petites classes et dès le début, et dans les familles. Et donc là, c'est un sujet sur lequel on peut avoir une politique que j'appellerais intégrale, qui permet, dès les premiers âges de la vie, de mettre les filles en situation de désinhibition sur cet enjeu. Et je pense que c'est tout à fait à notre portée, que c'est un vrai objectif de société. Je sais bien que je n'ai pas à vous convaincre, mais on sait aussi que les effets de bord sont multiples, y compris quantitativement, pour avoir le nombre de scientifiques dont nous avons besoin en France. Donc c'est en effet un sujet essentiel. Et au fond, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est pas que je sois sur la défensive, je ne veux pas l'être, donc ça m'embête d'apparaître sur la défensive, mais plutôt que d'être à l'offensive, en se disant, en fait, l'objectif est très clair, 2, les moyens d'y arriver sont relativement clairs aussi, 3, la situation ne s'est pas dégradée au cours des dernières années, au contraire, elle s'est mise en situation d'aller dans la bonne direction. C'est vraiment les 3 choses que j'ai envie de vous dire à titre de conclusion. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il faut travailler forcément sur ces biais, surtout au niveau de la petite, du cours préparatoire, puisqu'on l'a dit, hein, quand c'est dessin, les filles réussissent, quand c'est géométrie, elles échouent, alors que c'est exactement le même exercice. Donc, c'est bien qu'il y ait un biais et que c'est dans la tête, que c'est principalement à l'école, parce que je répète que l'année Covid, quand les petites filles étaient à la maison, le décalage ne s'est pas fait. Donc, il y a bien quelque chose qui se fait. Donc, la formation des enseignants, on est bien d'accord. Là, il y a quelque chose à faire, y compris à travailler sur les biais. Et peut-être, alors je retiens vraiment cette solution des échecs. Alors, je sais que quand j'étais mère, c'était du temps où on avait les nouvelles activités périscolaires, etc. Et justement, j'avais veillé à ce qu'il y ait les échecs dans le sujet, parce que ça permet, en plus de la concentration, ça permet plein de choses très positives ensuite pour les élèves à l'école. Donc, on retiendra ça. Et la politique
physique intégrale, on est bien d'accord de toute façon. Et c'est a priori ce qu'on va aller voir au Portugal, puisque c'est comme ça qu'ils ont essayé de prendre le prisme des sciences, hein, d'une façon générale pour l'ensemble de la population. Et ce qui touche l'ensemble de la population touche bien évidemment les filles également. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et puis pour nous, rendez-vous jeudi matin. Voilà.